On va parler d'un objet, d'un outil qu'on utilise beaucoup dans les AMHE, qu'on voit dans les sources, et avec un terme qui est un peu fourre-tout au final. Si je vous demande c'est quoi une rapière, est-ce que vous êtes capable de me répondre en soi? Précisément. Oh. Voilà. C'est épée de mousquetaire, c'est d'Artagnan, etc. Voilà. Super. C'est pas précis du tout. On fait des AMHE, on aime bien avoir des choses précises quand même dans les AMHE. Globalement, on est d'accord, tiens, ça a changé l'ordre. C'est pas grave. Globalement, une rapière, c'est ça. C'est une garde complexe. Oui, c'est une garde complexe avec une lame droite. On va en passer vite fait, hein. Je vais pas vous faire la définition. Déjà, dans la pratique, quand on commence à gratter, qu'est-ce qu'on a comme rapière? On a les armes que je vous ai montrées au début, mais on a du matériel qui n'est pas du tout fait pour combattre. Pour de vrai, entre guillemets, pour de vrai. C'est-à-dire dans la rue, en duel ou autre. On a des armes d'entraînement, on a des armes de démonstration. La rapière à deux mains qui se déclipse, hein, ceux qui ont déjà vu. Des rapières d'entraînement boutonnées, ça va être au musée de l'armée, il me semble que ça traîne. Ça, c'est italien, on a même la dague qui va avec. On a des objets d'entraînement et des objets très spécifiques. Si on prend la garde de Thibaut d'Anvers, ceux qui connaissent, on a une garde qui est très spécifique avec un système de construction qui est vraiment adapté à sa pratique. Et quand on commence à chercher les premières représentations d'armes à garde complexe, on se rend compte que, une des toutes premières, c'est fin 15e. C'est italien. C'est Lucas Signorelli, pardon. Je ne maîtrise pas du tout l'italien. Donc les noms italiens, voilà. Et donc c'est une garde au final assez longue. Ceux qui connaissent un petit forgeron dijonnais, il en a fait une copie d'après modèle, il a fait une interprétation. D'accord. Donc ça ressemble à ça à peu près. Le rendu. À gauche. À droite, pardon. Oui, à gauche. Donc déjà, dès le fin 15e, en Italie, on a des gardes complexes. Ok. On disait quelle époque? 17e, 15e, 17e. C'est... Ouais. Il se passe pas grand-chose en 2 siècles. Tiens, là, il a bougé, pardon. Quand on disait il y a des objets particuliers, on a des double épées, par exemple. Si je commence... Hop. Ouais. Du coup, si on commence à regarder la définition de ce que c'est une rapière, c'est relativement flou. C'est une épée à lame droite qu'on utilise à une main. Enfin, on a des contre-exemples. Je vous ai montré la rapière à deux mains tout à l'heure. Donc voilà. On a des rapières à deux tranchants et on en a une seule tranchant. Ça existe aussi. On a une garde complexe, donc ça j'ai déjà répété. Donc c'est un peu le seul truc qui revient. C'est que c'est une épée à garde complexe. Garde complexe, voilà. Il n'y a pas qu'une croix. Il y a des quillons, il y a des anneaux, il y a des arceaux de garde, des padanes, etc., etc. Et encore, pas tout le temps. On n'a pas toujours le ricasso, par exemple. Si je parle de rapière de meilleur. On l'utilise avec une autre arme, souvent. Pas. Selon la préférence, selon les maîtres, selon les enseignements. On va retrouver de la dague, du poignard. Dague ou poignard, ça dépend de votre nationalité. Il y en a qui vont dire dague, d'autres poignard. Des bocles, des boucliers divers et variés, des rondaches, des capes, etc., etc. Usage civil. Usage civil. Bof, les mousquetaires, c'est pas civil, c'est des militaires. Et je vais pas trop développer dessus, mais on a littéralement des ordonnances qui disent arrêtez d'emmener des rapières, ça fout le bordel dans les rangs. C'est trop grand, c'est trop encombrant. Mais on en a, on a naturellement des représentations, on verra après, mais on a des représentations sur le champ de bataille de rapières. Du coup, si on regarde dans ce qui nous intéresse, nous, les sources, là on peut commencer à poser davantage de choses. Bon, premier constat, c'est que souvent, c'est pas fou. Donc ça, c'est Bieberstein, c'est 1599. Vous voyez, comme il dessine ses rapières. On a ça à peu près. En 1599, en termes de garde. On a un traité italien, dont j'ai perdu totalement le nom, je suis désolé, qui est fin 16e. La croix, mais on voit le doigt qui passe par-dessus. Donc c'est-à-dire qu'on a une garde à laquelle on a un ricasso qu'on peut mettre le doigt par-dessus. Ok, mais c'est pas systématique. Vous voyez derrière aussi le filigrane. C'est littéralement des épées en croix. Vraiment, il n'y a pas plus basique, c'est des épées une main. Et ça vient d'un traité français de 1570 et quelques, c'est Péloquin. Mais en 1570, vous cherchez dans les musées, vous ne trouverez pas des comme ça. Parce qu'en fait, c'est une simplicité de reproduction. Le propos, c'est de parler d'escrime, c'est pas de parler d'armes. Donc on va pas vous faire un détail de l'arme. Et dans les traités, des fois, ils vont pas décrire.
Je travaille beaucoup sur Godino. Godino, il parle une fois de l'épée et il dit juste qu'il y a des quillons dessus. C'est tout ce qu'il dit sur la garde. Voilà, on n'a pas d'infos sur la longueur, on n'a rien. Il dit, on fait de l'épée. Si on regarde dans les sources, le mot rapière. Qui fait de la rapière? Qui bosse dans les sources de rapière? Ok. Enfin, oui, toi, on y croit. Non, mais... quelle source? Vienma? Combien de récurrences du mot de rapière? Ouais. 0, hein? Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est un sens aussi qu'on utilise le mot rapière. Donc dans les sources, du côté allemand, on a des choses qui sont représentées. C'est assez simplifié, hein, un anneau, une garde, vous reconnaissez Meyer, vous reconnaissez Mer. Du côté italien, c'est un peu plus détaillé, mais c'est plus tardif, ils font des belles gravures. Mais c'est pas évident, des fois les mains, on a l'impression que le pouce il est dans le mauvais sens. Les quillons, ils sont tous centrés, tous tordus. On a d'autres trucs un peu simples aussi, là, sur Heredia, si qui connaissent. C'est assez simple, on voit même pas le doigt qui passe. Bon, ça nous éclaircit pas beaucoup. Du côté espagnol, on a du schéma ou des choses très détaillées. Là, on voit qu'il y a des tasas, par exemple. Si on regarde d'autres sources martiales, donc des sources militaires, on a Gaïa, qui en 78 nous... Ouais, faut que je mange. Ouais, d'accord. On a Gaïa qui... Ah oui, c'est mieux comme ça, en effet. Ouais, je ne m'entendais pas, en fait. Qui nous parle également d'épée espagnole, par exemple. À l'espagnol. Ça. Okay. Et on a plein de types de guerres différentes. Mais ça, c'est fin 17e. Hein. Bon, allez, on va regarder un peu plus le sens du mot. Ouais. Ça, c'est quelques hypothèses qu'on a sur l'origine. Et en fait, on en a trop des hypothèses. On ne sait pas ce que ça veut dire, rapière, on ne sait pas d'où ça vient. On a des hypothèses espagnoles, on a des hypothèses allemandes, on a des hypothèses françaises. On a du grec, il me semble. Enfin, on a vraiment plein de possibilités. On penche quand même globalement la tendance vers l'espagnol, mais c'est assez contestable. Hein. On parle de l'espada ropera, l'épée de Rome. C'est dans des poèmes qu'on trouve ça, entre autres. Mais c'est pas confirmé. C'est l'épée qu'on utilise au civil. Bon, je disais la rapière, on n'utilise pas qu'au civil. Bon, ok. Là où c'est intéressant, alors je sais pas si on parle là après. Non, on a des origines allemandes aussi. Bon. Ah si. En français, et là où c'est intéressant, ce qui penche aussi vers le côté espagnol, on parle d'espada ropera, donc l'épée de Rome. Là, on a l'épée rapière. Dans certaines sources, ils parlent d'épée rapière. Ok. Donc on retrouve encore quelque chose là. Donc possiblement que c'est une hypothèse qui tient, mais pas sûr. Ah, du coup, quand est-ce qu'il l'utilise? Comment il utilise ce mot? Ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Alors là, c'est intéressant. Les Allemands et les Anglais ils utilisent le mot rapière. Beaucoup. C'est même quasiment les seuls. Quasiment aucune source martiale qui parle de rapière, si ce n'est les Allemands et les Anglais. Et ils en parlent pour parler de l'épée de l'étranger. C'est-à-dire que ça sert à désigner quelque chose qui est différent du standard de l'époque. Ok? Moi j'aime bien aussi, c'est Mer qui traduit, alors si je dis pas de bêtises, il a traduit son traité en latin, et la version, c'est pas moi qui l'ai traduit, mais qui globalement ne peut pas traduire rapière en latin. Du coup, il dit que c'est une épée espagnole utilisée à la mode italienne. Du coup, ça confirme qu'on est sur une épée qui vient du sud de l'Europe, par l'écrit. Bon, en tout cas pour les Allemands. Ok, si on avance un peu du côté français, quand est-ce qu'ils utilisent le mot rapière? Il y a Brantôme qui nous donne un indice. Il dit que c'est un mot du temps passé. Donc Brantôme, c'est fin 16, début 17e qu'il écrit ses mémoires. Donc il usera de ce mot d'un temps passé. On a des dictionnaires, je ne vais pas tout faire toute la définition, 1690, qui finit par ce mot est bas. Ce mot n'a pas de valeur, ce mot est... Voilà. Donc c'est pas une arme qui en estime, en tout cas. Dictionnaire d'Académie française, 1699. Vieille et méchante épée. Voilà. C'est une rapière. C'est une vieille et méchante épée. Bon, on va pas très loin. Hein.
Donc sur l'origine, c'est compliqué hein, de trouver. Puis quand on va commencer à regarder les pièces, bon allez. Et là, on tombe sur quelque chose, parce qu'en fait, les pièces, on va se rendre compte que la lame, elle est écrite OLED, mais que la garde, elle est allemande. Et ainsi de suite. Donc, quand on regarde les pièces, pareil, on ne peut pas définir une origine, on ne sait pas, au niveau des statistiques, c'est assez compliqué, on en parlera un peu après, mais bah, ça va pas très loin non plus, quoi. On a des montages, on a des remontages, c'est-à-dire qu'on a des vieilles lames qui sont remontées avec des gardes plus modernes. On a des lames qui sont cassées, qui sont retravaillées. Ça reste des rapières. C'est une garde complexe, avec une pointe, un tranchant, et globalement un profil de rapière. Je vous disais, hein, c'est vieux, celle-ci elle a été datée de 1490, elle est fin 15e. Bon. Les occurrences, elles sont vieilles, hein. Les premières occurrences de rapière, d'Espadère Opéra, on les a en 15e, 16e, début 16e, dans des dictionnaires, mais c'est jamais dans des traités. Ok. Si on regarde un petit peu ce qu'ils nous disent sur les dimensions, sur la caractéristique physique des armes, là c'est un peu plus intéressant. On commence à définir les choses. Pardon, voilà. Déjà, on a des lois qui existent. Et oui, on a des lois en Espagne et en Angleterre notamment. Donc on a une ordonnance de Philippe II. 1564, l'un a sauté. Pourquoi? L'objectif de limiter la longueur de lame. Donc on limite la longueur de lame à en gros 1,04 m si je vous le traduis en longueur moderne, en centimètres et en mètres. Et le but c'est de modérer la violence. Ça fera moins de morts, peut-être. Voilà. Bon, on n'y croit pas trop, hein. Il y a quand même eu des duels en Espagne, il y a quand même eu des morts. Bon, faut juguler ce qui se passe, ils voient ce qui se passe en France en termes de violence, donc on va juguler en limitant la longueur des armes. Les Anglais, ils ont fait un peu la même chose, c'est Elisabeth Ier qui fait également limiter, donc 103 cm la longueur de l'épée. Ok. Donc au XVIe siècle, les Anglais, ils ont des ordonnances. Alors ça c'est tout le texte, je vais pas développer, mais c'est tout le texte de Philippe II, hein, je l'ai cité tout à l'heure. Si on regarde du côté portugais, pareil, la loi elle s'applique pareil. Alors eux c'est marrant, c'est que c'est 104 cm, pas de longueur de lame, donc longueur de lame, pointe, quillon, là c'est 104 cm au total. Donc c'est très petit. Et ils vont du coup refaire une ordonnance par la suite parce qu'ils vont se rendre compte que c'est tellement petit que quand ils feront face à des escrimeurs étrangers, ça pose problème. Du coup, ça va devenir 1,04 m jusqu'au quillon, et plus jusqu'au pommeau. Ouais, mais les lois, on les respecte pas si elles sont faites. Ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. On saisit le matériel, on bannit, on met en prison, on paye des amendes, et surtout, alors c'est en rouge, on voit pas très bien, qu'aucune personne de quelque nature, qualité ou condition que ce soit. Ok, c'est-à-dire que même si vous êtes noble, et au contraire, la rapière, on sait que c'est plutôt une arme qui a été portée par les gens qui avaient les moyens d'en porter. On trouve des achats par des nobles, on trouve des achats par les bourgeois, à partir de les moyens. Bah, quelle que soit votre condition, si on vous prend avec une rapière trop longue en Espagne, vous êtes puni. Alors maintenant, il faudrait voir les actes juridiques, réellement, s'ils ont été punis pour ça. Mais on prévoit quand même des peines conséquentes pour limiter. Et c'est plutôt cohérent, derrière, on retrouve en Espagne quand même beaucoup d'armes assez courtes qui respectent cette loi, globalement. Alors ça, c'est toute une culture d'ultra-centralisation dans l'Espagne du XVIe siècle et du respect des règles et de l'administration. Hop là. Ok. Alors, je me suis trompé, normalement c'est dans les sources martiales. Ok. On peut dire qu'il y a deux grandes écoles si on regarde la rapière du XVIIe. On va commencer par le XVIIe. Le côté italien, voilà, et le côté espagnol. Alors je raccourcis énormément, d'accord? Parce que bon, il y a des Belges, on fait du Thibaut d'Anvers, c'est encore différent, il y a plein de variations possibles, mais globalement, on va trouver les grandes rapières, j'en ai pas, mais à l'italienne, et puis des grandes rapières, des plus courtes rapières à l'espagnol, ok, qui respectent certaines choses. Si on regarde Alfieri, Capoferro, il donne plusieurs choses. Longueur sous le bras, ça commence à faire grand. Une rapière qui arrive sous le bras. Des longueurs d'avant-bras, de bras, pardon, aussi.
Et on arrive à des épées, par exemple, qui peuvent faire dans les 130 cm. On en trouve des grandes épées, au musée de l'armée, ils en ont une qui doit faire pas loin d'un mètre 40. Bon, elle est exceptionnelle. Hein. Vraiment, l'épée, on voit que c'est fait pour montrer savoir-faire technique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder dans certaines iconos les largeurs de lame. Et ça, on a rarement les infos. Et là, on va commencer... tiens, quand l'épée, elle est comme ça on la voit souvent comme ça dans les traités italiens. Ceux qui font des traités italiens, on voit vraiment le profil de la lame. Elle est comme ça. Et quand on la tourne, on se rend compte que déjà, on a des lames un peu plus larges. Donc, tiens, petite réflexion, on fait des AMHE, on fait beaucoup d'escrime italienne. Qui sait qu'il y a des toutes petites lames? On en voit beaucoup, qui ont des toutes petites lames très fines. Si vous faites de l'escrime du début du XVIIe, donc du Capo Ferro, je sais pas, Giganti, etc., les lames, elles sont peut-être pas si fines que ça. Dès qu'on a des effets de perspective, on commence à voir des choses. Donc, on a des infos de longueur, et on a à peu près une idée de ce que ça donne au niveau de largeur. On voit presque la saignée sur la lame. Ça, c'est intéressant aussi, on voit qu'il n'y a pas forcément de lame lisse à cette époque-là. Thibaut, il est pas mal. Gérard Thibaut d'Anvers, il est pas mal là-dessus, il est très très exigeant, il proportionne tout par rapport au corps humain. Mais vraiment tout. Il proportionne son cercle, qui est un référentiel de pratique. Et l'épée est proportionnelle également à la personne ou au référentiel de pratique. Globalement, les quillons arrivent au niveau du nombril. Okay, pour moi, ça donne à peu près 1,08 m jusqu'au quillon, avec une quinzaine de centimètres de poigne au-dessus. Donc on arrive globalement sur les épées à peu près standards qu'on trouve à l'époque. Quand on grimpe dans les musées à cette époque-là, on a vraiment des épées qui sont dans les entours d'1,20 m dans ces zones. Il donne même des proportions pour les quillons, la garde, etc. Donc là, on a un simulateur qui est adapté à la pratique, je vous en parler, mais vraiment, c'est très spécifique. Et on n'en trouve pas dans les musées. Ils ont disparu. Sweatnam, du côté anglais, pareil, il nous donne une longueur, 1,20 m, tout précis. Là, au moins, on est au clair sur ce qu'on va prendre comme terme de signe. Pacheco, donc on revient sur Adesreza, lui, il confirme ce qui a été dit par la loi. C'est normal. On en a parlé hier à la conférence, on va surtout pas aller dire l'inverse de ce que dit la loi, et surtout le roi qui nous couvre et à qui on a dédié le bouquin, quoi. Donc on respecte la loi. Et globalement, tous les traités de Desreza qu'on a, on va respecter ce cadre-là. Okay, c'est basé sur la proportion d'un homme parfait, soit 1,67 m. Voilà. Il y a des calculs, il y a des choses très... Bon, c'est complètement arbitraire. Mais ça colle avec la loi, donc c'est le principal. Ok. J'ai combien de temps? Ah ouais, 10 minutes, ça va. Moi, j'allais plus vite que prévu. Pour aller plus loin, pour caractériser l'art, on peut regarder, et là, ça c'est super intéressant, c'est la représentation dans l'art. À partir du XVIe, on a quand même des très très belles représentations, on a des très beaux tableaux de différents styles, italien, espagnol, etc. Et là, on commence à avoir des représentations de ce que c'est une arme. Plutôt d'une caste riche. Alors, si on prend un rebours, là on a, comment il s'appelle déjà, Pasna, donc plutôt du côté Grand d'Espagne, et on voit bien sa garde d'épée là. C'est une belle taza. Donc 1678, pardon. Là on voit bien que c'est une taza. On voit vraiment que c'est vraiment ce type d'épée. Si on est passé. Alors là c'est un tableau déjà fin 17e. La première taza qu'on voit, c'est Philippe III, il me semble, tableau de Philippe III, où il y a vraiment une belle taza. Alors, vers 1630, dans ces eaux-là. Mais Philippe III parle de l'empereur, là. On parle du... Il ne peut pas être globalement plus puissant en Europe que cette personne à l'époque. Et donc il est vraiment avec le net plus ultra en termes d'armes de l'autre côté, donc une taza. Si on grade dans les sources, si on regarde à la même période, par exemple sur un... Ah oui, pardon. Pour lire, 1678, donc un an avant le tableau, on retrouve également des épées à taza. Pareil, la lame, elle est costaud, hein. On voit les rainures sur certains, si on est plus près, on voit les rainures. Et là, on a pareil, une belle arme à taza. Même période, on a un tableau qui correspond avec une source. Donc une source italiano-espagnole qui est écrite par Teruel. Pour revenir, on remonte dans le temps, et je vous parlais dans les alentours de 1620 et quelques,
Donc on a un roi qui a une épée magnifique au côté, une taza, et à côté on a la représentation, alors ça c'est un tableau hollandais, c'est un officier. Ah, champ de bataille. Alors là c'est une belle scène de bataille, et on voit en gros plan les officiers devant qui ont tous des rapières. Et là ils ont des rapières ouvragées, ouvertes. Voilà un peu ça par exemple. Donc une dizaine d'années avant le tableau de Philippe III, on va avoir des gardes comme ça, dans des castes certes nobles, des officiers, etc., mais qui ont quand même moins de moyens, qui ne sont pas encore dans la même mode. Et pareil, si on va dans les sources, Peter Bailey, on ne voit pas très bien le rendu, mais pareil, on a des gardes qui ressemblent, on pareil début 17e, qui ressemblent un peu à ce qu'on a dans le tableau que je vous ai montré avant. Puis on peut continuer. Hein. Donc ça, c'est le combat devant l'ambassade espagnole. On en voit des rapières. Hein. C'est le tout début du 17e, on en a tout plein avec des gardes ouvertes. Donc si vous voulez vraiment faire du début du 17e, garde ouverte, si vous commencez à avancer un peu plus au niveau du milieu du 17e, vous commencez à avoir des coquilles. Nous, on a de la chance aussi en France, on a ça. On a Callot. Callot, il fait des très très belles gravures, plein de détails. Et là, on voit bien ce que c'est une rapière en France à cette époque-là. Donc pareil, 1617, on a vraiment des gardes. Pareil, on voit bien les profils de lame. On voit bien que la lame, elle est assez large. Elle n'est pas si longue que ça, mais elle est vraiment large. On a plutôt ça. Hop. Tu l'attrapes, s'il te plaît? Voilà, tu peux faire. Donc là, on a une belle épée du début 17. J'ai passé vite. 16e, mi-16e, pareil, on en voit encore ce que c'est, tableau italien. Et là, on voit vraiment bien la carte. Hop là. Ok. On va regarder un peu ce qu'il y a dans les musées. Et là, on a quelques classifications qui existent. J'ai perdu son nom, Guillaume. Excuse-moi, je vous donnerai le nom. Je l'ai pas écrit. Qui a classifié à peu près 200 épées du début du 17e, fin 16e. Et on peut avoir des caractéristiques là-dessus. Donc il y a Vincent Le Chevalier aussi qui a travaillé dessus. Et là, on a une indication des longueurs à gauche. Et on a une épée qui fait entre 1 mètre, longueur de lame, si je dis pas de bêtises, oui, longueur de lame. Donc de 1 mètre à 1 mètre 15 à peu près. Vraiment, l'essentiel, c'est là. C'est tout ça. Donc on a des lames qui font à peu près, pour une épée, pour une escrime du début du 17e, tout début du 17e, on devrait avoir des épées, si on respectait, nous, strictement, le modèle, on va avoir des épées qui font entre 1 mètre et 1 mètre 15 de lame. Statistiquement, on devrait, tous les rapiéristes, 80% des rapiéristes devraient avoir ça. En termes de poids, en termes de masse, je ne sais pas si vous allez lire ce qui est écrit en bas. Là, on est à 1 kg et quelques. Et en fait, on a des épées qui font à peu près 1 kg 2, 1 kg 3, 1 kg 4. Ça commence à peser, hein. C'est pas si léger que ça une rapière. C'est celle que je fais passer avec la poignée bleue là-bas. Ça fait 1 kg 3 à peu près. Okay. Donc il y a de la masse, hein. Il y a de la masse dans la lame, il y a de la masse dans la garde. C'est pas si léger. Il y en a qui me disent une rapière, c'est un fleuret. Bon. Ils ont fait une petite étude, tout est en free sur internet, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Ils ont fait un petit détail aussi sur le ratio épaisseur, largeur par exemple, longueur. Et on voit vraiment le décrochement. Donc on a un ricasso qui est très très fort. On va dire un ricasso qui font 1 cm d'épée sur certaines lames. C'est vraiment, ils sont énormes pour une rapière. Et la lame n'est pas si large que ça, mais on a vraiment un très gros ricasso et ça descend d'un coup, puis après la lame elle s'affine. On voit vraiment la cassure ici dans le profil. Côté espagnol, ils ont fait aussi une petite étude, alors c'est un peu plus compliqué parce que là ils ont gardé les tazas d'un côté, donc des épées plus tardives et des épées à lacets, donc les épées vraiment début 17e, avec, on voit pas très bien, on voit les périodes théoriques d'utilisation de l'arme. Et pareil, ils ont essayé de faire les répartitions, et on se rend compte que les épées à taza sont nettement plus légères. En termes de poids, là, on a 1,05 pour les plus lourdes, et on a des épées qui vont à 0,7, 700 grammes. Pour les rapières à taza, la majorité sont à pas très bien, mais 850. Voilà. Et à côté, alors là c'est un peu faussé, il y a peut-être une quinzaine d'épées à l'assaut, donc c'est statistiquement bof. Mais on a des épées qui sont dans les 1,5 kg, 1 kg jusqu'à 1,3 kg, pareil, on en a pas mal.
Si on regarde par rapport à nos simulateurs, donc ça c'est des études de pièces historiques, mais on se rend compte qu'à côté, les simus, on a des pièces qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus étroites, beaucoup plus courtes, beaucoup plus longues des fois, et qui sont vraiment très éloignées des moyennes qu'on trouve dans les pièces de musée. Si on prend, voilà, alors, typiquement les Destreza, en général on respecte la cote, hein, on n'a pas le choix, on a une règle, donc c'est très bien défini, donc là il n'y a pas trop d'erreur. Mais si je prends, où est-ce qu'elle est celle-ci? Par exemple, la rapière des screens de spectacle, ils sont complètement au chou, ils sont à 995 cm, c'est bien trop petit. Sur les masses, pareil, on a tendance à énormément alléger nos armes. On est sur des épées qui font 1 kg et quelques. Peut-être parce que techniquement on sait le faire. Tout simplement. Ça n'aide pas de réponse. On a un autre outil qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les classifications. Oscar Shorts, si ça vous parle. La même chose pour la rapière. Alors ça, c'est le livre de chevet du rapiériste. C'est la classification Norman. Donc 1460 à 1820. Et donc c'est un référencement de toutes les épées par garde. D'accord? Par garde. Donc, par garde, contre-garde et pommeau. Il parle aussi un peu des lames et du reste. Donc là, il y a déjà 450 pages à s'infuser là-dessus. Et il a tout classifié par pièce. Et ça permet de voir les remontages, de voir si une pièce que vous voyez, elle est super. Est-ce que c'est cohérent historiquement? Est-ce que c'est un remontage? De connaître les périodes. Et quand on prend un traité, c'est important, on sait que le traité date de telle année, on peut regarder à peu près les types de gardes qui correspondent. Donc c'est très très utile quand on a un traité type celui de, je parlais tout à l'heure du capitaine Péloquin, où on voit juste une croix, vous allez voir là-dedans qu'est-ce qui correspond en termes de période, et puis ça peut vous donner l'ordre d'idée de ce que c'est l'épée. Ensuite vous allez voir dans un musée à quoi ressemble la lame, et puis ça vous donne une idée de la profil de la lame qu'il peut y avoir pour pratiquer. Alors, c'est pas dénué de défauts, hein. La classification elle date des années 90. Donc tout est daté au maximum, classifié au maximum. On retrouve quasiment tout dans ce bouquin-là, si vraiment vous voulez. J'en profite. Ne l'achetez pas sur Amazon, ça vous coûtera trop cher. Vous pourrez sur le site du je sais plus quel musée à 40 €. Ne vous le faites pas avoir. Et il parle également des techniques de décoration, il parle des filigranes. J'ai pas développé, mais quasiment toutes les rapières que vous trouvez dans les musées, même que vous avez en pièce, peut-être que c'est un biais par rapport à ce qui est exposé, mais les poignets sont rarement en cuir, sont souvent filigranés. Donc il y a une tresse de métal dessus. C'est un très bon grip, c'est un effet décoratif. Des fois il y a du tissu, des fois il y a de la soie, il y a des choses de valeur dessus aussi, il y a de l'or, etc. Mais on a souvent une poignée en ferraille ou en métal pour que ça grippe bien. Pas en cuir. Donc ouais, je vais revenir là-dessus, mais voilà, toujours les gardes, contre-gardes. Je vais parler de ce que c'est des gardes, contre-gardes. La croix, etc. On va regarder un petit peu des classifications. Voilà. Ça, c'est ce qu'on trouve au fin 15e, début 16e, voire même jusqu'au début 17e, parce qu'on a des épées de guerre encore, qui respectent ce format-là. On a des petites épées de guerre. Donc est-ce que c'est une rapière? Je sais pas. Probablement que c'est plus une rapière que ça. Même ça, c'est peut-être plus une rapière, au final. Ça, c'est une épée du début 16e, avec une lame typique de sidesword. C'est l'épée de Philippe II d'Espagne, qui a servi de modèle pour ça. Donc là, on a une rapière, type, je vois pas très bien, type 16, voilà. Avec une datation très large. Ah, ça, c'est le modèle, ça, c'est le modèle que vous pouvez vous trompez pas, globalement, si vous voulez faire de la rapière. Du fin 16e, début 17e, c'est ce type de garde-là. Ça a quasiment un siècle d'existence, on en trouve non-stop. C'est des modèles type 25, type 9 ou 10, avec un pommeau en poire, par exemple. Et ça... c'est ce qu'il a aux côtés, sur le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est littéralement ce type d'épée-là qu'il a aux côtés. Donc là, on a une concordance sur la période, sur les classifications.
Garde mixte. Ok. Des fois, on ne sait pas trop, ils mélangent des styles, mais bon, ça permet de classifier. Lame de Tolède. Mais la garde, visiblement, non. Ça, on le sait parce que c'est écrit sur la lame. Lame Pappenheim. Ah. Bon, en fait, on ne trouve pas ce nom. C'est nous qui utilisons beaucoup, mais je n'ai jamais trouvé les Pappenheim dans les sources, très rarement. C'est assez rare. On n'en voit pas beaucoup dans les traités. Et je l'ai trouvé une fois dans un traité. D'après vous, c'est un traité de quelle origine pour cette épée allemande? Ah, c'est un traité espagnol. Voilà. Donc bon, les clichés, les épées assez espagnoles, les Pappenheim c'est allemand, machin, bah, bof. Pas tant que ça. Et ça c'est pareil, les Pappenheim c'est une période très courte, c'est une période 1620 dans ces eaux-là à peu près, on en trouve beaucoup, puis après ça disparaît. C'est le début des coquilles. Okay. Peataza, tardif, pareil, 1660, 1670, etc., etc. Voilà en gros. Tiens, si, le classique de l'épée espagnole, l'épée conchas, on appelle conchas, une demi-coquille. Pas loin de ça, avec un peu d'acier chargé sur les côtés, qui est typiquement, pour le coup, très espagnol, vous ne le trouverez pas ailleurs, ou très rarement ailleurs qu'en Espagne à cette époque. Zou, on a fait le tour, voilà. Merci. Merci. Vous avez des questions? Merci beaucoup. J'en profite parce que j'ai une question. En fait, on a l'impression qu'il y a vraiment deux sens de rapière, où dans les dictionnaires, ça paraît assez clair que c'est une chose de basse qualité. Et puis, en France, quand on montre des objets, c'est des très beaux objets, qui sont très ouvragés et tout ça. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a un deuxième sens qui est beaucoup plus tardif, où du coup, ça devient vraiment quelque chose de très beau? Ou est-ce que c'est juste quelque chose de complètement a posteriori Je suis pas allé voir ce qui se passait plus tardif. Non. Je suis pas allé voir après le 17e en fait. Et dans les romans, voilà, ils ont utilisé le terme, mais je peux pas trop te répondre. Mais par contre, c'est vraiment des objets d'art. Hein. C'est comme toute épée, il y a la version pratique, puis il y a la version montrer son savoir-faire qui existe. Et ça, on a tout. Et le souci dans les musées, c'est qu'on a tendance à montrer les belles pièces. On ne montre pas les trucs pratiques. Je suis passé très vite dessus, mais il me semble que celle-ci, je dis pas de bêtises, on l'a retrouvée dans un fleuve, il me semble. Voilà. Et qui a été balancé, il me semble qu'il y a eu une bataille navale à proximité, donc ça lui a dérivé, ils ont retrouvé ça. Bon. Et c'est à peu près travaillé, hein, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Il a fait une petite tête de dragon, je sais pas ce que c'est, un petit croc sur les... Voilà. Mais sur l'aspect, est-ce que le terme utilisé pour autre chose, le terme il n'est pas beaucoup utilisé, quoi. Donc à partir de là, on va pas trop y répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Question ou commentaire par rapport à ce que tu disais quand tu mentionnes ton dictionnaire, le dictionnaire qui parle de la rapière en mauvais termes. Ouais. C'est 1694. 1694, c'est la date de publication du traité des Alpes. Ouais. En Espagne, on est clairement dans la rapière et tout ça. Est-ce que tu as pu voir aussi une opposition dans la représentation entre la France qui s'oppose à l'Espagne? Est-ce qu'il y a une volonté de dénigrer cette rapière? Est-ce qu'il y a dans la représentation qu'on peut avoir de cette arme, parce que justement on la dénigre parce que c'est la rapière, c'est l'espagnol. Du coup, non, pas spécifiquement. Pas spécifiquement, c'est pas marqué. Mais oui, là, par contre, ça, on est d'accord que géopolitiquement, il y a certaines choses, on ne peut pas trop faire de transition parce que c'est l'ennemi, donc on va. Mais sur la partie non, pas du tout. C'est vrai que c'est plus à la mode en fait. Déjà, Brantôme, fin 16, début 17e, une vieille épée quoi, une épée qui est plus à la mode. Donc ça fait déjà, vraiment avant le 17e, déjà le terme il est péjoratif, entre guillemets. Mais en France, et du côté espagnol, donc, vu qu'on ne le trouve pas, vu qu'ils disent que épée, on peut pas dire. Après, c'est à la limite hein, au niveau des recherches, et que là, vraiment, j'ai cherché du côté français, un peu anglais.
ouest européen, mais je ne suis pas allé non plus en détail dans tous les pays, et vu que le terme rapière, globalement, on ne le retrouve pas, et quand on le retrouve, c'est chez les Anglais et chez les Allemands. On trouve des termes chez les Italiens, c'est chez Sisca, un truc comme ça. Il y a un terme italien aussi pour... pardon, Seccia, par exemple, ouais. Qui existe aussi. Autre question? Tu as montré des données sur les rapières. Ouais. Est-ce que ces bases de données sont disponibles? Si Oui. Alors, j'ai retrouvé le nom, c'est Guillaume Vautier qui a fait la petite étude. Donc ça, c'est tout disponible sur les réseaux. Les sources espagnoles, c'était sur Gladius, qui du coup est une grosse base d'édition de mémoire, de master, etc., qui est assez bien fournie. J'ai utilisé aussi la base de... Comment il s'appelle qui est forgeron, qui a fait des très très bien, et qui a aussi récupéré des éléments de la collection Gauthier. Faulkner. Florian, il avait fait une petite synthèse aussi. Et donc tout est disponible sur Internet. Là, moi j'ai rien inventé. Hein. J'ai lu chercher à droite à gauche, et j'ai fait un peu une synthèse de tout ce que j'ai trouvé. Il y a un très bon article, si vous voulez, qui est en français, sur le blog littéraire, qui justement parle de la sémantique du mot rapière. Et c'est super intéressant, c'est là où elle donne toutes les définitions allemandes, françaises, etc. Musée de l'armée, bouquin sur les mousquetaires aussi, il y a des choses très intéressantes dedans. Et puis après, il y a les bases de données publiques. Vous allez sur la Wallace, vous allez sur le Met Museum, etc. Tout est public, hein. Tout est public, il y a des centaines et des centaines de modèles. Donc, les Anglais et les Américains se débrouillent mieux que nous pour valoriser ce patrimoine, accessoirement. Au musée de l'armée, il n'y a aucune photo, hein. Vous pouvez toujours chercher, pourtant ils en ont des milliers. Donc, allez voir les Invalides, hein. C'est super intéressant, ils ont des placards entiers de rapières. Et là, vous voyez de près des lames avec des saignées, avec des gardes assez simples comme ça. Les collections, en fait, il y a toute la collection d'armes et d'armure de Louis XIII, simplement, qui est stockée là-bas. Donc, il y a du choix pour le XVIIe. Du coup, dans ta présentation, quand tu parles de la rapière, on a un peu l'impression que c'est l'épée un peu fourre-tout. Oui. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que du coup, dans tes recherches, quand tu sors un peu de l'Europe, tu vois, tu as eu un peu l'impression de trouver des épées qui pourraient ressembler dans les mondes arabes, dans les mondes africains ou autres. S'il y a quelque chose qui s'en rapproche, Oui, il y a une pièce. 2 pièces, mais l'autre, je ne pourrais pas en parler. Mais... il y a des pièces. Il y a des pièces qui existent. On a une rapière japonaise, par exemple. C'est pas très heureux hein, comme modèle. Je ne cache pas que c'est pas... voilà. C'est assez... c'est fait à leur façon. Ils ont adapté leur savoir-faire, quoi. Ça, c'est normal, ils n'ont pas les mêmes savoir-faire, pas les mêmes... voilà, donc c'est un peu particulier. Je sais pas si c'est le meilleur des deux mondes, mais c'est... ouais. Et visiblement, ils ont retrouvé aussi des choses dans d'autres pays. Je peux pas trop en parler parce que je sais que c'est en étude actuellement. Et visiblement, ils ont trouvé des choses du côté Amérique. Sachant qu'on a des représentations de populations sud-américaines qui utilisent des side-swords, des rapières, etc. Qui sont encore en tenue traditionnelle hein, et qui ont des épées qu'ils ont pris aux Européens, visiblement. Ils sont appropriés de matériel. On en retrouve et visiblement il y a des choses qui ont été produites sur place, dans des petites quantités probablement, mais les colonies sont particulièrement occupées. Hein. Il y a même des maîtres d'armes qui se retrouvent là-bas. Carranza est des gouverneurs du Honduras, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc Carranza, c'est le créateur de la Destreza. Il se retrouve gouverneur là-bas. Rada, il est gouverneur de Nouveau-Mexique. Pareil, c'est le plus gros bouquin de Destreza de fin 17e. Voilà, donc ça voyage probablement. Le matériel voyage, les savoir-faire. Après, il y a des conditions
production, il faut quand même savoir produire des lames, il faut savoir produire des gardes, il faut savoir produire des gardes complexes, il faut savoir souder de l'acier ensemble, parce qu'il faut monter les anneaux, il faut les étirer, il faut être régulier, c'est quand même des savoir-faire. C'est pas une seule main qui produit ça. Il y a un gars avec ses élèves qui fabrique les lames, il y en a d'autres qui fabriquent le pommeau, d'autres qui fabriquent la garde, et puis il y en a qui assemblent. Et puis il y a sûrement un bijoutier qui va travailler sur le filigrane si on veut un peu de décoration. C'est vrai qu'on a une épée de Louis XIII avec des petits médaillons carrément incrustés dedans, c'est magnifique. Mais c'est un savoir-faire et on peut trouver des choses hors Europe, ça reste à la marge. Et qu'est-ce qui est de l'appropriation et du modifié? Qu'est-ce qui est du commerce? Voilà. Mais j'ai pas trop pu aller voir en détail. C'est marrant parce que moi j'avais compris la question dans un autre sens. Ah pardon. Est-ce que, mais je pense que en fait tu as des raisons. Mais est-ce qu'il y a des catégories aussi fourre-tout que rapière dans d'autres endroits? Et ça ne devait pas être ça du tout la question. J'ai une réponse? Épée? Voilà. Est-ce qu'il y a encore peut-être 2 autres questions? Est-ce que tu as quelque chose sur les conditions de production des rapières, que ce soit en termes de volume par rapport aux époques précédentes, de qualité? Peut-être que ça vient de là aussi, le côté péjoratif du terme. Non, Est-ce que tu sais des choses là-dessus? Ils en produisent beaucoup, ça c'est sûr. Pierre Alp, un coach m'avait montré, malheureusement je l'ai pas ce bouquin, qui parle des productions d'armes à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, dans Saint-Empire entre autres. Et on se rend compte à quel point ils sont capables de produire de l'armement depuis le fin XVe, début XVIe, mais en quantité astronomique. Vraiment en quantité astronomique. Si vous allez voir l'arsenal de Graz, c'est monumental ce qu'il y a en armement là-dedans. Et on a des bons de commande, etc. Donc les volumes de production sont énormes d'armement, et d'armement complexe, parce qu'on parle de armois, on parle des fois d'arquebuse. Donc au début du XVIe, au milieu du XVIe, on commence à parler d'arquebuse, l'arme de pointe, c'est l'arme de pointe, pardon. C'est nouveau, c'est comme si on parlait d'un rafale, quoi. Donc, voilà. Donc ils sont capables de produire en quantité et en masse. Donc non, je pense qu'il n'y a pas trop d'incidence. Après, j'ai pas été voir dans le détail de la production, c'est un travail d'archéologue. Je suis pas archéologue, je suis pas historien, j'ai pas le temps d'aller voir à ce niveau-là. Puis il faut des connaissances en métallurgie. Il faudrait peut-être demander à Fabrice la prochaine fois de venir et nous parler de ça. Je pense. Petite idée. Tu viens de parler des épées, comment on les forge, tout ça. Et on va parler même de rapières, comme ça. On a encore du temps pour une dernière question. Ouais, c'était clair? C'était super clair. Voilà. Merci beaucoup Marco. Non, rien. Merci.